Commençons par parler d'elle. C'est quelqu'un qui est extrêmement courageux. Parce que, je vais vous dire une chose, c'est très dur de faire campagne. C'est très dur. Il n'y a que les égotistes absolus, les nombrilistes totaux, qui croient que la notoriété est un bienfait. Elle mène une bataille, et d'une manière qui est invraisemblable. On signe un accord qui dit le contraire de ce qu'elle a raconté la veille. On ne la prévient pas, on ne lui a pas dit avant, attention, on est en train de négocier, on va atterrir sur tel truc. Non, on l'a instrumentalisé. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de taper très fort pour faire monter les enchères dans la discussion avec les socialistes. Et après, on lui retire le tapis sous les pieds, sans crier gare. Bah écoutez, on me ferait ça, je sais que je ne serais pas content non plus. Et elle a le droit de dire que ce qui est le sommet de l'humiliation, c'est qu'on découvre en cours de route qu'une grande entreprise est intervenue, et on est dans cette situation inouïe. Pas qu'une grande entreprise soit intervenue, après tout, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, la grande entreprise, et c'est normal, et même des syndicats peuvent avoir à dire sur le sujet. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est que le candidat, donc, lui, il n'avait jamais pensé avant à la question du carburant. Il n'y avait jamais pensé. Il avait donc laissé signer un texte dans lequel on disait qu'on n'en produirait plus. Et puis, sur un coup de téléphone, il dit « Ah oui, c'est vrai, le MOX, c'est pas mal. » Est-ce qu'il sait ce qu'est le MOX? Est-ce qu'il sait le problème que pose ce carburant et qu'elle vient de poser à Fukushima? Il le sait ou pas? Comment il y répond? Il a le droit de dire on continue. Mais comment il répond au défi qui nous a été lancé par l'affaire de Fukushima? Encore une fois, je ne tranche pas en disant cela. Je dis comment il répond. Non, il n'y a pas de réponse. Donc un truc est retiré, et cette femme se retrouve au milieu du gué, obligée d'aller défendre le contraire de ce qu'elle a dit jusqu'à présent. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper de cible? Non, je ne me trompe pas de cible. Vous saviez exactement ce que vous faisiez, vous venez de le dire, vous avez compris très bien le code de la communication et de la communication politique, vous saviez ce que ça allait donner. Aujourd'hui, c'est l'argument principal de vos opposants principaux, on peut l'imaginer, l'UMP. Le capitaine de pédalo, on s'en gausse encore à l'Élysée et à l'UMP. Vous ne le regrettez pas? Non, d'aucune manière. Mais je pense que peut-être que je pourrais commencer à regretter. Peut-être, hein, peut-être. Le jour où ceux qui m'ont sauté à la gorge, sans que non plus ça émeuve personne, je les effarouchais, les indignais. Comment peut-il parler comme ça? Les mêmes me disent, Jack Lang me dit que je suis, qu'il y a un lien entre le cabinet noir de Sarkozy. Personne d'entre vous ne demande où est ce cabinet noir, ni comment M. Jack Lang est informé de son existence. Madame Le Pen et moi. C'est-à-dire que commence immédiatement le vieux torrent d'insultes qui était autrefois la caractéristique de ce qu'on appelait les staliniens. J'ai proposé une discussion, j'ai fait une offre publique de débat. Au début, vous m'avez tous brocardé en disant ce type ne veut parler avec personne, bon, il est intraitable, on n'en tire rien. Bon. J'ai fait une offre publique de débat. Réponse, c'est quoi? À l'opposition. Quoi? Rien. Rien, pas un mot. Même pas, écoute, on n'est pas d'accord, ou ça sert à rien. Rien. Voilà, nous sommes dans une société d'hypercommunication, et lorsque quelqu'un pose une question, comme je le ferai là, comme on est face à face, je poserai une question à M. Coudurier, et il me regarderait à beau pas. Ça ne l'intéresse pas de me parler. Bon, mais voilà, c'est ce que fait François Hollande et l'équipe socialiste. Ils pensent, ils ont deux tactiques à l'égard de tout ce qui n'est pas eux. Et déjà à l'égard d'eux-mêmes. Parce que si vous voulez bien regarder, ils ne se sont répondus sur rien pendant leur débat. Leur première tactique, c'est le mépris. Vous n'êtes pas là, vous n'existez pas. Vous n'êtes pas discernable sur le radar, je ne vous parle pas. Et à la fin, tout le monde sera obligé de voter pour nous parce que il y a Madame Le Pen, parce que le vote utile, parce que, et ainsi de suite. Donc on répond à rien. Deuxième technique, disqualifier. C'est-à-dire qu'au moindre prétexte, avec l'appui d'amis que l'on a partout, par exemple une interview, au lieu de répondre sur la question de l'austérité, hop, le pédalo. Et à propos du pédalo, une charge d'une violence que si moi je la faisais, alors là, vous ne me recevriez même pas, tellement vous seriez indigné par... bon, ils me traitent d'agent de l'extrême droite. Ça vous marque même pas, non? C'est normal, moi, qu'ils traitent eux les autres d'agents de l'extrême droite, c'est normal, mais qu'à l'inverse, on ose faire une bonne blague. Donc, il y a une attitude d'arrogance qui est destructrice à gauche. Destructrice. Si François Hollande pense qu'il a donné un chèque de 50 milliards de droits de tirage d'austérité à François Fillon entre maintenant et la prochaine élection, puisque c'est ça qu'il a fait, en disant qu'il comptait faire un plan d'austérité de 50 milliards supplémentaires. Pour les dépenses de santé, il a dit qu'il faudrait être en dessous de la dérive prévue par le gouvernement de droite de 2,5%. D'accord? Il l'a dit, oui ou non? Est-ce qu'on peut en parler, oui ou non? Ou est-ce qu'on va s'intéresser toute la campagne à 2 mots, 3 mots, qui portent atteinte à sa majesté, le vote utile,
et à son représentant qui a osé dire lui-même qu'il était le prochain président avant même qu'il y ait eu l'élection. Mais je prends la question de l'euro. Donc la France, grande puissance. Nous ne sommes pas la 5e roue du carrosse en Europe. Nous sommes la 2e puissance économique de l'Europe. Nous serons bientôt la première population européenne. Vous êtes tous assez amateurs d'histoire pour savoir que chaque fois que les Français sont les plus nombreux en Europe, c'est très rock'n'roll pour tout le monde. Pour tout le monde. Quel qu'ait été le siècle ou le gouvernement en place. Deuxièmement, nous sommes la 5e puissance économique du monde. Nous sommes le 2e territoire maritime du monde. Donc on n'est pas un petit pays. Donc je viens à la fin. Nous avons le droit de dire et le devoir de dire quel genre d'euro nous voulons. Pas l'euro adossé sur la Banque Centrale Européenne comme elle est aujourd'hui. Pourquoi suis-je pour l'euro? C'est quand même important. Parce que l'euro est à nous. Donc moi je ne suis pas sur la position de capitulation de Madame Le Pen, qui dit comme on n'y arrive pas, on lâche tout, on s'en va. Mais ça c'est pas la grande France. La grande France, elle dit cet euro-là est en train d'étouffer notre économie. Donc nous ne sommes pas d'accord, et pas que la nôtre, étouffe toutes les économies du vieux continent. Nous sommes en train de faire l'Europe comme la pense le gouvernement conservateur allemand. Eh bien, nous avons une autre vision des choses. Vous savez tous que ça ne tiendra pas. Les épargnants d'aujourd'hui, c'est ça la réalité, c'est ça l'inflation. Mais c'est comme ça que ça veut dire, c'est pas un truc abstrait. Non, mais bien sûr. Mais alors on va continuer. Ça peut être un moyen, hein, mais... Monsieur, pardon Olivier Gémet, est-ce que vous avez une autre idée? Monsieur, écoutez-moi, c'est Alain Mac dans une conférence où nous étions ensemble. Quelqu'un nous interroge sur la dette. Comment vous réglez le problème dans la dette quand on est arrivé au point que vient de dire M. Coudurier, elle est tellement élevée qu'on ne sait que faire. Alors, je saurais quoi faire. Je vais vous répondre, M. Coudurier, ne vous inquiétez pas. Mais réfléchissons au thème politique qui nous est posé, économique. Comment on fait? Dans l'histoire, il n'y a eu que 2 sorties possibles. L'hyperinflation et la guerre. C'est pas moi qui le dis, c'est Minc. Alors, il vous reste comme solution... Et les dévaluations, ce qu'on ne fait pas dans le plan européen. L'hyperinflation peut conduire à la guerre d'ailleurs, l'histoire... Mais tout à fait. Donc nous n'avons intérêt ni à l'hyperinflation que les États-Unis d'Amérique vont nous imposer. C'est un autre sujet dont on ne parle jamais. Le rapport qu'il y a entre la crise du dollar et la crise de l'euro. Comme s'il n'y avait pas de connexion entre les deux. Comme si ce n'était pas un problème pour les États-Unis d'Amérique l'existence d'une zone euro avec un euro fort. Comme si leur objectif depuis le début n'était pas de démanteler tout ça. Tout ça n'existe pas. On est dans le monde des bisounours. Les Américains sont nos amis. Et donc, quoi qu'ils fassent, tout est merveilleux et magique. Bon, ce n'est pas du tout mon avis. Je pense qu'ils sont très actifs contre l'euro. Mais qu'à un moment donné, il y a des situations qui leur échappent. Et des tensions dans leur propre camp. Entre conservateurs et démocrates. Et puis, en plus, dans les différents secteurs de l'économie américaine. Déjà, nous ne sommes pas en compétition avec l'Allemagne. Nous ne sommes pas... Mais attendez, c'est un fait nouveau historique. Dans les périodes précédentes, nous étions en compétition sur tout. Sur le charbon, sur l'acier, c'est pas pour rien qu'on a commencé par ça. D'accord? Nous ne sommes pas en compétition. On est sorti de la métallurgie. Oui. Mais bien sûr, je veux bien avoir la discussion sur la métallurgie. Pardon? Ils font des machines-outils, on n'en fait plus. Oui. Vous dites on est une grande nation, on est un pays en voie de désindustrialisation. Oui, alors attendez, oui, mais les amis, vous êtes gentils, mais il y a 10 ans, quand on faisait des réunions, vous me jetiez tous à la figure que ma vision était archaïque, que c'était l'économie de service qui allait créer des merveilles. Alors, notre situation est mauvaise, mais pas par rapport à l'Allemagne. Les fondamentaux français sont meilleurs que les fondamentaux allemands. J'y reviens, on a droit quand même. On va dire qu'ils sont moins mauvais. Attendez, il y a un instant, on était parti de l'irréalisme. Je dis que sont irréalistes ceux qui pensent que la réponse au défi qui nous est lancé par ce qui est appelé la crise de la dette souveraine, qui est un mensonge éhonté, parce que là-dessus on n'a pas eu le temps d'aller à votre question, d'accord? Ceux qui pensent que la réponse, c'est ces politiques appelées ou tantôt rigueur ou austérité de contraction de la dépense publique, nous emmènent dans le mur, à une catastrophe européenne. En fait, l'élection présidentielle est une sorte de référendum pour ou contre l'austérité comme solution aux problèmes que nous rencontrons. Donc, il y a, pour rassembler, ma thèse est que pour rassembler, il faut cliver. Il faut cliver de 2 manières, entre le peuple et l'oligarchie. Donc, mettre en cause les privilèges sociaux, mettre en cause la richesse accumulée, mettre en cause tous les mécanismes qui conduisent à ça. Donc, rupture avec tout ça. Vous m'avez d'abord interrogé sur faut-il sortir du nucléaire. Je dois faire état d'une conviction personnelle. Pour ma part, je pense qu'il faut le faire. Mais je suis obligé de le corriger en disant que ce n'est pas le point de vue du Front de gauche. Ce n'est pas cette position que défend le Front de gauche.